Comment se fait-il qu'une ville aussi riche que Dubaï n'ait pas investi dans les infrastructures de canalisation? Voilà une question en apparence légitime de se poser à la vue de ces images, n'est-ce pas? Eh bien en réalité, pas du tout. Contrairement à ce qui a pu être avancé par ce tweet, partagé plus d'1 millier de fois sur X, Dubaï dispose bel et bien d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales. Un réseau qui a d'ailleurs été agrandi de 2019 à 2021, pour un coût total de 354 millions de dollars. La vraie question à se poser est donc plutôt pourquoi Dubaï s'est retrouvé inondé malgré cet investissement colossal. Découvrons-le. On sait que les Émirats Arabes Unis font des expérimentations d'ensemencement des nuages pour déclencher artificiellement des pluies, c'est le but. Ça a un lien avec ce qui s'est passé ou pas? Voir la première ville des Émirats Arabes Unis être inondée n'est en réalité pas si rare que ça. Avril 2024, janvier 2020, mars 2016, le scénario est à chaque fois le même. Des pluies torrentielles s'abattent en un court laps de temps et font plonger la ville entière dans un état critique. C'est d'ailleurs après les inondations de 2016 que la municipalité de Dubaï prend conscience de sa vulnérabilité face à des précipitations extrêmes. Ainsi, l'agrandissement de son réseau d'évacuation des eaux pluviales et souterraines est entrepris en 2019. 3 ans plus tard, l'infrastructure est inaugurée. Celle-ci est composée de 5 éléments principaux: un réseau de drainage, un bassin de rétention, un tunnel profond, une station de pompage et un long exutoire sous-marin. Comment tous ces équipements interagissent entre eux? Tout commence au niveau du réseau de drainage, qui capte les eaux de ruissellement et les eaux souterraines. L'eau collectée est ensuite transportée vers le bassin de rétention, puis délivrée par gravité dans le tunnel profond. À sa sortie, 10 km plus loin, se trouve une station, qui pompe l'eau acheminée par le tunnel afin de l'évacuer à 1 km du large, via l'exutoire. 6,5 millions de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 2600 piscines olympiques, peuvent être régulés grâce à ce système. Et c'est là que les choses peuvent devenir confuses. Pourquoi un système aussi efficace n'a pas permis à Dubaï de garder la tête hors de l'eau en avril dernier? Le réseau présente-t-il des défaillances? Est-il sous-dimensionné? Pour le comprendre, nous devons nous pencher sur les mécanismes en jeu lors d'inondations en milieu urbain. Mais avant ça, revenons au lundi 15 avril 2024. Ce jour-là, le Centre national météorologique des Émirats Arabes Unis émet une alerte orage. Sans connaître exactement l'ampleur de la tempête à venir, il est tout de même déconseillé à la population d'emprunter les routes du pays, le temps que l'épisode pluvieux se termine. Le lendemain, la région tout entière se retrouve face à une tempête d'une brutalité rarissime. Les Émirats sont touchés, mais aussi Oman, le sud-est de l'Iran, le Yémen, le Qatar, Bahreïn et la province orientale de l'Arabie Saoudite. Des vents secouent les villes, parfois avec une vitesse proche des 70 km/h. En 24 heures seulement, 14 cm de pluie s'abattent sur Dubaï, soit l'équivalent d'1 année et demie de précipitations. Jamais une tempête d'une telle intensité n'avait été enregistrée dans la région, depuis le début des relevés pluviométriques en 1949. Les conséquences ont été terribles. 5 personnes sont mortes dans le pays, l'aéroport international de Dubaï, le deuxième plus fréquenté au monde, a été contraint d'annuler des centaines de vols. Et les dommages matériels et sanitaires ont été colossaux. Un fonds d'1 demi-milliard de dollars a été accordé pour réparer les dégâts causés par la tempête, rien qu'aux Émirats Arabes Unis. Maintenant, ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est qu'il existe plusieurs types d'inondations urbaines. Celles-ci sont classées en 3 grandes catégories: les inondations pluviales, causées par de fortes pluies, les inondations fluviales, causées par le débordement d'une rivière, et les inondations côtières, causées par un rehaussement exceptionnel du niveau de la mer. En ce qui concerne l'épisode d'avril dernier, vous l'avez compris, nous sommes sur un cas d'inondation pluviale. Un phénomène qui se produit d'ailleurs plus fréquemment dans les régions arides. En effet, dans ces zones, les précipitations sont peu fréquentes, mais souvent très intenses. Associée à l'imperméabilisation élevée des sols et à la végétation peu fournie des villes s'y trouvant, l'eau de pluie, au lieu d'être absorbée, ruisselle. Mais les eaux de ruissellement ne sont pas un problème en soi. En effet, toute ville se sachant exposée à des risques d'inondation est normalement dotée d'un réseau censé collecter, stocker et évacuer ces eaux parasites, ce qui est le cas de Dubaï, comme nous avons pu le voir. Là où un gros problème peut apparaître, c'est quand le débit d'une pluie dépasse celui pris en compte pour dimensionner le réseau. Et c'est dans ce cas de figure que l'eau de ruissellement finit par s'accumuler en surface, jusqu'à causer des inondations. Attends, tu es en train de nous dire que l'une des villes les plus riches au monde n'aurait pas pu investir dans des canalisations un peu mieux dimensionnées?
Vous vous dites sûrement ça, hein? Eh bien en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Les hydrologues classent les épisodes pluvieux selon leur période de retour et leur débit. On parle par exemple de pluie décennale lorsqu'une pluie a une chance sur 10 de se produire chaque année. Un réseau d'évacuation des eaux pluviales est donc dimensionné en fonction d'une période de retour fixée. Décennale, vingtenale, trentenale, mais rarement au-delà. Pourquoi? Eh bien, c'est principalement en raison des contraintes de mise en œuvre. Le diamètre des conduites étant limité en milieu urbain, il n'est pas possible de dimensionner des réseaux étant capables d'encaisser des événements pluvieux trop importants. Et comme je vous l'ai dit avant, la pluie qui a touché Dubaï dernièrement avait un débit jamais observé en 75 ans. Donc non, les inondations d'avril 2024 ne se sont pas produites à cause d'un sous-dimensionnement des canalisations. Ensemencement des nuages, gouttes froides, tentons maintenant de démêler le vrai du faux afin de déterminer les causes les plus plausibles derrière cet épisode pluvieux rarissime. Commençons par la polémique autour de l'ensemencement. Il est vrai que depuis les années 1990, les Émirats Arabes Unis ensemencent les nuages, en injectant des produits tels que des petites particules de glace ou des aérosols. L'objectif étant de provoquer davantage de pluie afin de lutter contre la chaleur et la sécheresse. Le pays du Golfe n'est d'ailleurs pas le seul à utiliser ce procédé dans le monde. La Chine, par exemple, a eu recours à l'ensemencement avant les Jeux Olympiques de Pékin, afin de réduire la pollution atmosphérique. Et même en France, il nous arrive d'utiliser cette technique pour lutter contre le risque de grêle sur les vignobles. Mais ce procédé est-il vraiment capable de causer des pluies diluviennes? D'après les experts en météorologie, c'est impossible. En effet, une tempête soulève déjà des quantités considérables d'aérosols, rendant celles relâchées par l'ensemencement des nuages ridicules en comparaison. Il est donc impossible qu'une opération d'ensemencement des nuages puisse, à elle seule, déclencher un épisode pluvieux similaire à celui observé à Dubaï. C'est plutôt du côté du phénomène climatique de la goutte froide qu'il faut se pencher, pour mieux comprendre ce qui a pu se passer. Une goutte froide est une poche d'air froid isolée à plus de 5000 mètres d'altitude, qui peut donner naissance à des orages dévastateurs, lorsque l'air chaud des basses couches de l'atmosphère entre en contact avec elle. Maintenant, je me rends bien compte qu'en parlant de ce phénomène, je tends une perche aux médias spécialisés dans la désinformation. Alors on va les devancer, en répondant à une question. Comment l'air des basses couches de l'atmosphère se réchauffe dans le golfe Persique? Tout d'abord, il faut savoir que le désert d'Arabie est un aimant à orage. En effet, celui-ci est coincé entre de multiples mers, elles-mêmes nichées entre d'immenses masses continentales. Ces mers ont donc tendance à accumuler énormément de chaleur, exactement comme la mer Méditerranée, qui surchauffe en été, par manque d'échange en comparaison avec l'Atlantique. Et c'est cette chaleur accumulée qui se dissipe dans l'atmosphère sous la forme de masses d'air chaud. Un phénomène particulièrement récurrent de décembre à mars dans le désert d'Arabie, bien qu'il puisse aussi se produire en dehors de cette période. Cependant, la topographie de la région n'est pas le seul facteur responsable du réchauffement de l'atmosphère dans les pays du Golfe Persique. Le réchauffement climatique joue aussi un rôle. Alors, je ne vais pas vous parler du réchauffement climatique à une échelle mondiale, tout simplement car je n'ai pas trouvé d'études traitant précisément de ses effets à Dubaï, mais je vais plutôt vous parler de réchauffement climatique local, car à cette échelle, il est indéniable que l'homme contribue à perturber le climat de la région. Les îlots de chaleur urbains sont des élévations localisées des températures. Ce phénomène est causé par les activités humaines, et les zones urbanisées du Golfe Persique sont particulièrement concernées par ce problème. Omniprésence des surfaces absorbant la chaleur, comme l'asphalte et le béton, perturbation du déplacement naturel des vents à cause des canyons urbains, émissions démesurées d'air surchauffé par les industries, les systèmes de climatisation et la circulation routière. Vous comprenez que toute cette chaleur accumulée artificiellement participe également à réchauffer les masses d'air au-dessus des grandes villes du Golfe Persique. Ce qui fatalement augmente la fréquence et l'intensité des orages les frappant. Toutefois, ni les îlots de chaleur urbains, ni la topographie du désert d'Arabie n'expliquent pourquoi l'intensité des précipitations observées en avril dernier n'a jamais été observée auparavant. Posons-nous une question. Cette valeur de 14 cm de pluie tombée sur Dubaï est-elle vraiment significative? Eh bien la réponse est à la fois oui et non. Oui, si on se focalise uniquement sur Dubaï. En effet, dans le Golfe Persique, les pluies très violentes sont rares sur un point précis. Et il est indéniable que c'est la première fois
qu'il tombe 160 mm d'un coup sur le pluviomètre de l'aéroport de Dubaï par exemple. Mais d'un autre côté, cette valeur de 14 cm de pluie n'est pas significative si c'est la région tout entière qui est prise comme référence. En effet, il ne faut pas oublier que les orages sont des phénomènes isolés, et leur cœur de précipitation l'est encore plus. Se focaliser sur un point revient donc à omettre un fait crucial. Chaque année, des précipitations extrêmes passent inaperçues dans la région. Tout simplement car elles échappent aux rayons d'étude des stations météo. Il est donc difficile de dire si la gravité des inondations qui ont frappé Dubaï en avril dernier deviendra monnaie courante dans les années à venir. Mais il n'en demeure pas moins vrai que la municipalité de Dubaï a le pouvoir de se protéger contre cette éventualité. Comment ? En réduisant l'impact de ces îlots de chaleur urbains. Est-ce qu'elle le fera ? C'est une toute autre question. Récemment, un autre drame très controversé a aussi beaucoup fait parler de lui. Je parle de l'effondrement du pont de Baltimore, aux États-Unis. Pour les personnes souhaitant comprendre comment ce désastre aurait pu être évité, je vous donne rendez-vous dans cette vidéo.